Il y a 10 ans, jour pour jour, un jeune juif français était enlevé puis assassiné après 24 jours de calvaire. Retour dans un instant sur l'affaire Ilan Halimi. Le président Poutine, soupçonné d'avoir ordonné l'empoisonnement d'un opposant russe à Londres. C'était en 2006. C'est la conclusion du rapport d'enquête britannique dévoilé aujourd'hui. Et puis cette nouvelle polémique à propos des implantations en Cisjordanie. Les Palestiniens préparent une résolution à l'ONU pour les rendre illégales. Bonsoir à tous. Il y a tout juste 10 ans, donc, débutait le calvaire d'un jeune juif français, Ilan Halimi, enlevé le 21 janvier 2006 par le gang des barbares et assassiné 24 jours plus tard après avoir été torturé. Une affaire qui allait créer un véritable électrochoc au sein de la communauté juive de France. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant ces 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, geôlier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre alors son visage avec effroi, violence, antisémitisme. Des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, une dizaine de tentatives d'enlèvement avaient échoué, toutes sur des personnes de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. 3 seront acquittés. Les autres condamnés à des peines allant de 18 ans, comme Saïd Abdelmalek, le bras droit de Fofana et le tortionnaire d'Ilan, ou de la prison avec sursis pour certains, comme Isabelle Mensa, au courant de la prise d'otage au moment des faits. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. Alors, débuté il y a donc tout juste 10 ans, cette période d'angoisse pour la famille d'Ilan Halimi, le jour de son enlèvement jusqu'à la découverte de son corps. Nous sommes avec un invité qui s'est retrouvé, malgré lui, impliqué dans cette tragédie, le rabbin Shlomo Zini, qui est rabbin de la synagogue du 8e arrondissement de Paris. Bonsoir, Shlomo Zini, merci d'être avec nous ce soir pour évoquer évidemment ce souvenir pénible. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous vous êtes retrouvé, vous, impliqué dans cette tragique affaire? Bonsoir, j'étais impliqué, comme vous l'avez compris, malgré moi, puisque j'étais en train de participer à une fête, à la bar mitzvah du fils de notre Chazan, et durant cette fête, le téléphone a retenti à plusieurs reprises, mais comme il était en mode silencieux, je n'ai entendu les messages qu'après la fin de la soirée. Et j'ai donc entendu un premier, un second, un troisième message. Le premier message indiquait une phrase qui m'a glacé. Allô, bonsoir, il y a un juif qui a été kidnappé, vous êtes rabbin, je vous demande de regarder sur l'adresse, etc., le code d'entrée, etc. Nous voulons une réponse dans les plus brefs délais et il faudra aller, pour avoir une preuve de ce que je vous dis, dans le 6e arrondissement, rue Sainte-Beuve, etc., etc., tous les détails, afin que je me rende sur place, afin de retirer cette fameuse cassette. J'entends le deuxième message qui, lui, est coupé, puisqu'il commence en disant « Allô, vous êtes rabbin, il y a un juif religieux qui a été kidnappé. » Cette fois-ci, il insiste sur rabbin, juif religieux, et le message est interrompu lorsque l'anonyme entend une sirène de police passer près de la cabine téléphonique de laquelle il appelle. Arrive le troisième message.
Et là, il est encore plus long. Il demande d'aller directement d'urgence aux 3 rue Sainte-Beuve, etc. Il y a une cassette qui prouve qu'il y a un juif qui a été kidnappé. Et le code est... Et aucun dérapage ne sera toléré, aucun. Alors évidemment, j'étais pris entre 2 sentiments. Celui de l'espoir qu'il s'agissait d'un très mauvais canular. Et en même temps... le fait que la personne qui s'exprimait, je n'ai pas reproduit toutes les fautes de français qui étaient dites dans ces 3 messages, mais me faisait penser que peut-être, c'est vrai, c'était juste quelqu'un qui n'était pas à prendre au sérieux. Néanmoins, comme vous l'avez compris, je suis allé directement à la police judiciaire pour leur expliquer ce qui se passait. Et à l'époque, est-ce que vous saviez déjà qu'Ilan Halimi avait été enlevé? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Alors je le connaissais, mais dans un contexte tout autre. C'était à peu près 1 mois et demi avant que les faits ne se produisent. Il était venu, il avait assisté à une bar mitzvah dans notre synagogue. Il avait écouté la dracha que j'ai faite en honneur du bar mitzvah, où il était question d'Eretz Israël. Et il était particulièrement... attentif à cela. Il est venu vers moi, il m'a dit, vous savez, j'ai écouté ce que vous avez dit sur la beauté de la terre d'Israël, ça m'a touché à un point que vous ne pouvez pas imaginer, et un jour j'aimerais vraiment faire ma alia et j'aimerais parler avec vous et peut-être me préparer spirituellement à cela. Est-ce que vous êtes prêt à cela, à m'aider? Et je lui dis évidemment avec grand plaisir, le plus tôt sera le mieux. Malheureusement, ça n'est qu'un mois et demi après que j'apprendrai ce que chacun a appris. J'ai pas fait le lien entre son nom, Ilan Halimi, et celui que j'avais reçu 1 mois et demi plus tôt. C'est la photo que l'inspecteur de police m'a montrée qui m'a tout de suite fait pousser un cri, et j'ai effectivement reconnu qu'il s'agissait du même garçon. Alors celui qui vous a envoyé ces messages, c'est sans doute Fofana, le chef de ce gang des barbares. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous avez, du coup, vous êtes retrouvé vous-même partie prenante à l'affaire, à l'opération que menait la police, la négociation que menait la police avec les kidnappeurs? Partie prenante, si l'on veut, c'est-à-dire que pendant 48 heures, je me suis mis au service de la police dans ces investigations. J'étais au 36 quai des Orfèvres. Effectivement, ils me demandaient si je pouvais rester avec eux, ça les arrangerait, parce que probablement, ils s'attendaient à ce que le criminel en question essaierait de reprendre contact pour... en tout cas, les ravisseurs, on ne savait pas encore à l'époque qui il était. Et donc, je m'y suis prêté, j'étais avec eux, on a discuté énormément. De beaucoup de choses relatives à la communauté, à cette affaire également. Et au début, je sentais bien qu'ils ne voulaient absolument pas, entre guillemets, y croire. Et c'est ce qui m'a le plus, on va dire, marqué. Ouais, c'est-à-dire que pour les policiers, et ils l'ont eux-mêmes reconnu ensuite, ils n'étaient pas, on va dire, en présence d'une affaire antisémite, mais une affaire criminelle, peut-être comme une autre. Vous savez, cette distinction qui est souvent faite par les uns ou par les autres entre une affaire criminelle et une affaire antisémite, je dois vous avouer qu'à l'époque, ça a frisé l'agacement chez beaucoup de gens et moi-même, parce que je ne comprenais pas l'intérêt, en fait, véritable de faire cette distinction. Si ce n'est de montrer à quel point ce que ce malheureux a payé de sa vie, c'est justement le fait de ne pas prendre au sérieux la réalité d'un antisémitisme banalisé qui a produit des effets considérables dans la société, dans le monde, et puis dans la société européenne et française en l'occurrence en particulier. Et à force de dire qu'il existerait un antisémitisme banal qui serait finalement pas si grave, eh bien on en vient à poser ces jalons incroyables entre est-ce que finalement c'est crapuleux ou c'est, enfin en 2 mots, est-ce que c'est uniquement pour l'argent ou parce que le gars n'aimait pas les juifs? En vérité, cette dichotomie, cette façon d'opposer les choses, elle est à l'image de la société française. En tout cas une dimension de cette société, c'est-à-dire de faire croire que les choses sont ou comme ci ou comme cela. La triste affaire a révélé que oui, on peut être de banlieue et être quelques personnes qui
ne sont pas des idéologues antisémites de niveau très approfondi et pourtant être de véritables antisémites à l'image de l'antisémitisme, je dirais, qui remonte à l'aube des temps et qui en fait est la haine de celui qui représente une lumière au sein des nations et que probablement, inconsciemment parfois, on refuse d'accepter sa réalité, son existence. Et donc ça se traduit par évidemment les clichés que chacun sait. Avec le recul aujourd'hui, vous vous dites que cette affaire a été le point de départ de toutes ces violences meurtrières qui ont visé la communauté juive depuis 10 ans maintenant en France, qu'il y a eu quelque chose qui a basculé à partir de ce moment-là ? Écoutez, je sais que certains l'ont dit, à mon humble avis, ça n'est pas exact. Le point de départ de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une manière de produire de l'information, sans offenser bien entendu ceux qui me reçoivent ici, bien sûr, surtout qu'à l'époque vous n'existiez pas, mais une manière de relayer l'information, une manière d'exposer les faits de société, une manière de donner l'impression qu'il faut toujours rationaliser les choses en fonction de ce qui arrange tel ou tel pouvoir. Tantôt c'est celui de la presse, tantôt celui de la politique. Et sans vouloir évincer qui que ce soit, il y a évidemment dans tous ces univers des gens parfaitement honnêtes, profonds, sincères, qui se battent et qui mènent des vrais combats pour arriver à résoudre d'une manière authentique les problèmes de société. Mais il en est qui sont dans le déni. Et lorsqu'on est dans le déni, que ce soit un déni idéologique pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses ou pour d'autres raisons encore, eh bien, on génère toutes les atrocités que l'univers des hommes a engendré. Et nous, peuple d'Israël, peuple juif, nous savons à quel point tous les dénis nous amènent toujours au devant de l'histoire. Et cette cible idéale que constitue le peuple juif où qu'il se trouve, que ce soit en Israël ou en France, eh bien c'est une chose à laquelle les nations du monde ont du mal finalement à se défaire, même s'il est vrai, il faut rendre hommage à tous les politiques à l'époque comme aujourd'hui, et il y en a parmi eux en tout cas qui essaient vraiment de prendre les choses au sérieux, mais au-delà des déclarations d'intention et parfois très très sincères et très effectives dans leur volonté de résoudre les problèmes, eh bien, il y a des choses beaucoup plus profondes en matière d'éducation, notamment en matière de un parler vrai et sincère qui ne se cache pas derrière des volontés de ne pas tomber dans des amalgames et toutes ces choses qui ont été dites. Et à force de jouer, entre guillemets, avec le mensonge, c'est comme quand on joue avec le feu, eh bien, la société tout entière se brûle et les premiers qui en font les frais, c'est encore une fois et souvent la communauté juive. C'est un peu le fusible de l'état moral et de la société dans laquelle nous vivons. Merci beaucoup, Shlomo Zini, rabbin donc de la synagogue du 8e arrondissement de Paris, d'être venu témoigner 10 ans après donc, le début de cette tragique affaire, l'enlèvement d'Ilan Halimi qui devait être assassiné 24 jours plus tard. Merci à vous. Merci. L'actualité ce soir, c'est cette attaque spectaculaire qui est en cours en ce moment en Somalie, la capitale Mogadiscio. Les premières précisions avec vous, Julia Ganancia. Oui, Jean-Charles, ce sont 2 voitures qui ont explosé ce jeudi à une demi-heure d'intervalle devant un restaurant du front de mer de la capitale somalienne. Entre-temps, c'est une fusillade nourrie qui a été entendue et c'est l'antenne somalienne de la BBC qui rapporte ces informations. 5 hommes auraient ouvert le feu sur des personnes qui se relaxaient sur la plage et comme vous le disiez, il y a quelques instants, c'est l'opération de police qui serait toujours en cours. Alors, il faut préciser, Julia, que ça se passe dans une zone très touristique, très fréquentée de la ville. Oui, avec de nombreux restaurants, dont certains haut de gamme et toujours donc qui bordent ce front de mer. Ils sont fréquentés par les hommes d'affaires, mais aussi les touristes et puis la diaspora somalienne qui revient au pays. Alors, le représentant de l'ONU pour la Somalie parle de la plage du Lido comme un symbole de la vie en Somalie. Il a tweeté tout à l'heure, il s'est
très vite exprimé sur le réseau social « Je condamne avec force l'attaque de ce soir, mes pensées vont vers les gens qui sont sur cette plage de Mogadiscio ». L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, toujours pas, Jean-Charles, mais d'ores et déjà on peut dire que les rebelles islamistes Chebab liés à Al-Qaïda ont déjà mené de nombreuses actions similaires. Les Chebab veulent renverser le gouvernement somalien qui est soutenu par la communauté internationale. Ils mènent régulièrement des attaques dans la capitale. Ils ont aussi pris d'assaut le 15 janvier une base kenyane de l'AMISOM, la force internationale de l'Union africaine qui soutient les institutions somaliennes dans le sud du pays. Ils l'avaient détruite et pillée. Merci Julia Ganancia. D'autres précisions évidemment à venir. Et puis au Caire, on apprend également que 2 policiers ont été tués ce soir dans l'explosion sans doute provoquée par un kamikaze islamiste qu'ils étaient venus arrêter dans un appartement de la capitale égyptienne. Vladimir Poutine directement mis en cause par la Grande-Bretagne dans l'affaire de l'empoisonnement mortel d'un opposant russe. C'était il y a plusieurs années. Il avait été tué à Londres après avoir ingéré un poison glissé par 2 hommes dans une boisson. Le rapport d'enquête britannique conclut à l'implication du Kremlin dans cette affaire d'espionnage. Léa Berdugo. Un rapport accablant pour Vladimir Poutine. Le président russe est désigné comme le probable commanditaire de l'assassinat d'Alexander Litvinenko. Le 1er novembre 2006, cet ancien espion du KGB de 46 ans rencontre dans un hôtel les anciens espions Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtun. Il décède quelques jours plus tard, laissant derrière lui une lettre accusant le président russe d'être responsable de sa mort. Très vite, l'agence britannique de protection de la santé annonce qu'il a été empoisonné avec du polonium-210, une substance hautement radioactive. Les conclusions de l'enquête sont aujourd'hui sans équivoque. Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtun ont assassiné Litvinenko pour le compte d'autrui, probablement de l'État. Sa veuve réclame l'expulsion du Royaume-Uni des agents russes impliqués dans le meurtre de son mari et des sanctions contre le président russe. Je me réjouis bien entendu qu'un tribunal britannique ait montré avec des critères élevés d'indépendance et d'équité que les mots prononcés par mon mari sur son lit de mort accusant M. Poutine de son meurtre étaient vrais. Le but de ce rapport, prendre le relais des investigations judiciaires bloquées par le refus de Moscou d'extrader les 2 suspects. Pour l'un des accusés, Andrei Lugovoy, ce rapport est une farce. Il n'y a pas eu d'enquête publique en tant que telle. Tout ce qu'il se dit, se référant à une audience ouverte et publique, est un mensonge outrageux, et je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Une affaire qui ravive les tensions entre Londres et Moscou. Toute la journée, les réactions se sont succédées. L'ambassadeur russe à Londres a été convoqué. La police, de son côté, réclame l'extradition des 2 suspects. Toutefois, la ministre britannique de l'Intérieur a prévenu que les relations devaient rester cordiales entre les 2 pays du fait de leur implication dans la coalition contre l'État islamique. Alors avec nous Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Une fois de plus, on cherche à atteindre Poutine. C'est lui qui est visé. Pourquoi est-ce qu'on cherche d'ailleurs à le mettre en cause dans cette affaire? Oui, Vladimir Poutine, c'est bien connu, a beaucoup d'ennemis, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est le commanditaire de leurs assassinats. En revanche, dans l'affaire Litvinenko, ce qui m'interpelle, c'est que ce dernier avait des liens très privilégiés avec des gens que déteste Poutine, les Tchétchènes, les milieux tchétchènes. Il connaissait 2 des grands chefs qui posent problème à Poutine, Ahmed Zakayev, Shamil Bassayev. Alors je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré Poutine 3 fois, et la première fois en octobre 2000, quand Litvinenko s'est déclaré opposant à Poutine, j'ai senti une haine profonde vis-à-vis des Tchétchènes. Poutine me disait, vous allez voir, si je laisse, moi, venir des islamistes d'Arabie Saoudite, de Jordanie, prendre la tête des rebelles tchétchènes dans mon arrière-cour, le Caucase, en Tchétchénie, dans le Daghestan, pour y instaurer des républiques islamiques, eh ben, j'aurai des problèmes, mais vous, les Occidentaux, les Français, vous aurez aussi des problèmes plus tard. Alors, j'ai noté qu'il y avait une haine pour les Tchétchènes, pour ceux qui pouvaient être très proches d'eux, peut-être comme Litvinenko, mais aller jusqu'à dire que parce que vous avez des amitiés ou des liens avec les Tchétchènes, Poutine va vous faire assassiner, franchement, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Merci Christian Mallard en direct donc depuis Paris. À Davos, le sommet économique a pris un tour plus politique aujourd'hui avec l'évocation du dossier brûlant des réfugiés qui affluent en Europe. Comment absorber ces migrants sans mettre en danger les équilibres économiques et sociaux? Julia Ganancia. L'Europe au centre des débats à Davos. Sur la table des principaux leaders mondiaux, la crise migratoire, en particulier ses aspects économiques et sociaux. Ce problème majeur a occupé une bonne partie des discussions. Autre menace qui plane sur le continent, la possibilité d'un Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Plusieurs leaders espèrent que l'Union européenne parviendra à l'éviter. Parmi eux, Manuel Valls. Sa présence est remarquée. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice ne s'était rendu à Davos. Il y évoque la possibilité d'une dislocation de l'Union européenne. Après tout ce que nous avons dit sur les défis et les crises, et de la même manière que je pensais que ça aurait été une erreur historique, mortelle pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro, je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Le Premier ministre britannique a engagé son pays dans la voie d'un référendum d'autodétermination sur la participation à l'Union européenne. S'il parvient à obtenir de ses partenaires européens quelques réformes institutionnelles, ce référendum pourrait avoir lieu en 2016. Cameron ferait campagne pour le maintien alors que la pression politique monte en Grande-Bretagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce référendum est si crucial. Cela fait des années que la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe et l'Union européenne est devenue de plus en plus impopulaire en Grande-Bretagne. En ajoutant à ça une succession de politiciens qui, un traité après l'autre, ont promis des référendums mais ne les ont jamais organisés. Je pense qu'il est absolument essentiel que nous ayons un soutien démocratique complet afin que la Grande-Bretagne puisse occuper la place qu'elle devrait en Europe. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce référendum. Avant le référendum, le chef du gouvernement britannique exige des réformes dans 4 domaines. Le point le plus controversé concerne les aides sociales aux immigrants issus de l'Union européenne. David Cameron voudrait imposer un moratoire de 4 ans avant tout versement. Alors Benjamin Netanyahou est lui aussi à Davos. Le Premier ministre israélien a rencontré aujourd'hui le vice-président américain Joe Biden, John Kerry également, le secrétaire d'État, au moment où les États-Unis mettent en cause de manière plus insistante la politique de construction israélienne en Cisjordanie, les fameuses implantations. Et d'ailleurs à ce propos, Benjamin Netanyahou a tenu à justifier la dernière annexion de terres agricoles dans la vallée du Jourdain. On l'écoute. Il s'agit d'une étude de terrain. Cette étude, parmi d'autres, ce n'est que routine et je ne pense pas que cela soit le problème. Aucune décision n'a été prise concernant cette terre, mais j'ai moi-même pris la décision de négocier la paix avec l'autorité palestinienne, s'ils souhaitent le faire. Je leur ai lancé un appel pour relancer les négociations, car c'est comme ça que nous arriverons à la paix. Nous leur parlons et ils nous parlent. Et si nous y arrivons, cela sera une bonne chose pour les deux pays. Oui, nous espérons. Voilà, litige qui porte sur 1,5 km de terres agricoles. Nadia Ellis, bonsoir. Vous êtes spécialiste dans l'interprétation et l'analyse des discours. Alors, il a beaucoup parlé, Netanyahou, pour expliquer justement à Davos le conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Alors, c'est une vision du conflit qui évolue dans le discours du Premier ministre. Et ce qui ressort de ce qu'il a dit aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que la vision qu'il a décrite aujourd'hui de ce conflit est celle d'un pouvoir occidental, Israël, qui est implanté au Moyen-Orient et qui doit donc se battre contre le Moyen-Orient, le terrorisme islamiste, mais en tant que vraiment pouvoir occidental. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que nous savons que Netanyahou considère le fait que le peuple d'Israël est retourné en Israël, donc dans une terre qui lui appartenait depuis le départ, donc un peuple qui vient du Moyen-Orient, mais qui aujourd'hui y retourne comme en tant que représentant de l'Occident. Et déjà, c'est un peu paradoxal parce qu'on sait que au moins la moitié du peuple juif ne vient pas ni d'Europe, ni de pays occidentaux, mais plutôt de pays arabes. Mais en tout cas, sa vision, c'est vraiment celle d'un pays occidental qui se trouve au Moyen-Orient aujourd'hui. Et comment on le retrouve discursivement dans ces mots? Déjà, à un moment, il dit aux journalistes qui l'interviewent qu'on ne peut pas résoudre le conflit avec les Palestiniens, tout simplement en rendant les terres, parce que, je cite, il dit « Quand vous avez des pouvoirs occidentaux qui sortent du Moyen-Orient, on a toujours immédiatement après des militants islamistes qui rentrent. Et donc, nous ne pourrons pas remettre ces terrains aux Palestiniens sans que les islamistes rentrent. » Donc déjà,
l'emploi du terme remettre ces terres. Donc quelque part, les Palestiniens voient ce conflit comme une question territoriale où il faut qu'on leur rende les terres, alors que pour lui, on leur remettrait des terres, c'est-à-dire on leur fait quelque part cadeau d'un terrain en tant que pouvoir occidental. Donc il ne peut pas se permettre de sortir en ce moment parce qu'il serait trop risqué. Et d'autre part aussi, en parlant du BDS, de la délégitimation d'Israël, il dit que cette délégitimation continue bien que Israël soit en train de se battre contre le même terrorisme islamique aujourd'hui qui se trouve dans tout le reste de l'Occident. Et donc, quelque part, il y a une remise en forme de ce conflit. Ce n'est plus un conflit entre Israël et les Palestiniens, ce n'est plus un conflit territorial, c'est un conflit où, en gros, l'Occident se bat contre Daesh, contre l'État islamique, Israël aussi. Et quelque part, c'est parce qu'il se trouve évidemment à Davos devant un public occidental qu'il faut qu'il fasse comprendre qu'Israël est du même côté que le reste de l'Occident et que le terrorisme, autrefois appelé le terrorisme palestinien, est aujourd'hui devenu le terrorisme islamiste. C'est très intéressant. Merci Nadia Ellis. On reviendra sur le débat concernant les implantations dans la deuxième partie de ce journal. On va vous montrer une image aujourd'hui, la dernière mettant en scène Lleyton Hewitt, le champion australien dans un tournoi de tennis. C'était son dernier match puisqu'il a perdu aujourd'hui à l'Open d'Australie. Il arrête sa carrière à 34 ans. Le champion australien, ici c'est David Ferrer à l'image qui l'a battu donc en 3-7. Lleyton Hewitt chez lui donc à Melbourne. Après avoir été quand même numéro 1 mondial, vainqueur de 2 grands chelems et qui est donc sorti de ce deuxième tour de l'Open d'Australie par l'Espagnol David Ferrer et qui met donc un terme à sa longue et belle carrière. Voilà, on finit avec ces images de Lleyton Hewitt et on se retrouve dans un instant pour la suite. Ferrer, 6-4, 6-4, 6-4.